Bonjour à tous. Il s'agit de la deuxième édition des rencontres du numérique public. Cette fois, nous organisons cette édition avec notre partenaire Inspire, spécialiste de la sauvegarde souveraine, avec Michael Ferrec, son président, directeur général, Bonjour. et, Pierre Perroux, responsable des ventes. Et j'ai également le Bonjour. plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Frédéric Naudet, qui est associé ici Public. Moi, je m'appelle Aziz Kezou, je suis le président fondateur de SI Public. Alors, sans transition, c'est quoi les rencontres du numérique public? Ce sont des rendez-vous mensuels qu'on vous propose pour réunir à la fois les acteurs publics intéressés par le numérique et le numérique public, ainsi que les acteurs économiques, les entreprises, les experts du numérique public. Il s'agit d'un rendez-vous mensuel pour décrypter les enjeux et les tendances du numérique public. C'est un rendez-vous qu'on vous propose chaque deuxième mardi du mois ou jeudi quand c'est férié, ou en fonction également de l'agenda des participants. Donc, on cherche à pérenniser ce rendez-vous avec notre ligne éditoriale. Ça s'articule autour de trois axes. C'est d'abord l'intérêt général, parce qu'on va réunir dans ce rendez-vous des acteurs publics et des acteurs privés. Ce qui prime avant tout, c'est l'intérêt général, c'est ce qu'on vous apporte comme valeur et comme information utile aux activités des uns et des autres. Et si aussi on a des partis pris sur l'innovation et la souveraineté dans le domaine du numérique public. Donc ça, c'est le format. Donc c'est tous les mois. Et on va vous inviter. Donc si vous voulez vous inscrire à notre liste de diffusion, vous serez invité à toutes les éditions. Vous pouvez participer quand vous le souhaitez. Pour cette édition, donc, j'ai l'honneur d'avoir avec nous donc Michael Ferrec et Pierre Perroux pour nous parler de souveraineté numérique. Voilà, à vous la parole, Michael et Pierre, et également à Frédéric pour les planches suivantes. Je vous remercie. Merci beaucoup Aziz. Alors, je suis en effet représentant moi de l'entreprise Inspire. Inspire est éditeur d'une solution de protection des données à usage évidemment des entreprises, mais aussi des collectivités. Nous existons depuis 2019 et notre société, en fait, est une émanation, une spin-off, si l'on veut, du CNRS, puisqu'en fait, un des cofondateurs est un ancien transfuse, justement, d'un laboratoire conjoint entre le CNRS et l'Université de Côte d'Azur. Et il a travaillé pendant plus d'une vingtaine d'années sur des problématiques d'informatique distribuée qu'on a choisi donc de mettre à profit de systèmes tels que la protection et la sauvegarde des données. On y reviendra tout à l'heure. Le cœur du sujet, ce sera la souveraineté numérique et essayer d'apporter autant d'éclaircissements que possible autour de cette notion-là qui est très d'actualité en ce moment. Voilà pour ma part. Bonjour, moi je m'appelle Pierre Perroux, donc je suis représentant aussi de la société Inspire, mais particulièrement sur la relation client et partenaire, puisque nous adressons à nos clients de manière directe et indirecte. C'est vrai que la souveraineté aujourd'hui est un sujet d'actualité que nous n'avons pas forcément attendu cette actualité pour le proposer dans notre produit, mais effectivement aujourd'hui ça trouve tout son sens. Et ben, moi, c'est Frédéric Naudet, donc directeur du développement de SI Public, donc je m'occupe du développement commercial. Et je vous propose de présenter, si ça me donne la main, un petit peu SI Public. Donc, on est né en réalité de plusieurs problématiques, souvent pour un certain nombre de fournisseurs du numérique. Accéder à un appel d'offres public, bah, c'est assez opaque, complexe, c'est perçu comme complexe, opaque, la procédure. Et donc, nous, bah, on va aider un petit peu à faire la pédagogie et simplifier ça et aider finalement ces acteurs à mieux détecter les opportunités qui leur correspondent, mieux répondre à des appels d'offres, puisque nous, ça fait des années, que ce soit Aziz ou moi ou les autres acteurs, qui avons répondu à un certain nombre d'appels d'offres publics. Et puis, on peut aller jusqu'à les aider à piloter les marchés publics, à comprendre comment on fonctionne avec des acheteurs publics. Et on a plus vocation à accompagner, à faire en sorte que ce soit des PME
qui rentrent dans les appels d'offres publics, les gros étant peut-être parfois plus déjà équipés pour y aller. Et puis on a d'autre côté les acheteurs publics qui eux aussi doivent travailler et remplir leur cahier des charges pour remplir leur dossier d'appel d'offres pour que les fournisseurs numériques puissent y répondre. Et là aussi, on aide à simplifier, on aide à faciliter, à remplir, à compléter, à sécuriser aussi ces appels d'offres publics. Parfois, ils ont du mal avec des achats innovants. Donc, on peut les aider, les conseiller pour les faire rentrer dans ce type de procédure. On a aussi du sourcing, c'est-à-dire qu'on va on va dire les faire matcher avec les fournisseurs du numérique, leur dire, ah, vous avez cette problématique, on peut vous aider. Et puis sur les achats un petit peu de gré à gré, en dessous d'un certain montant, on peut aider aussi à contribuer à aider à rédiger l'appel d'offres. Et tout ça se structure autour d'une marketplace avec des experts qui aident tant du côté acheteur public que du fournisseur du numérique. Et cette marketplace s'appuie sur une plateforme aussi d'IA et qui collecte de la donnée petit à petit sur tous les appels d'offres, sur tous les acheteurs publics pour aider les fournisseurs numériques à bien y répondre. Voilà. Et on consolide un certain nombre, là où pour détecter les opportunités, on consolide les données d'un certain nombre de moteurs de fournisseurs d'appels d'offres. Alors, avant de pouvoir avancer sur le sujet, je vous propose de vous connecter à Klaxoon et de répondre à un certain nombre de questions. Je vais vous envoyer le lien vers le Klaxoon. Voilà. Et donc, on a 3 petites questions qui introduisent le sujet du jour. Je pense que l'activité est lancée. Voilà. Et normalement, vous devez pouvoir commencer à remplir ce lien et remplir les questions qui introduisent le sujet du jour. Et normalement, vous n'avez pas besoin de vous connecter à Klaxoon. Donc, par contre, il faut rentrer un pseudo. Voilà, c'est un petit QCM sous forme de Voilà. sondage rapide pour voir un petit peu le niveau de conscience, surtout pour évaluer un petit peu le niveau de conscience sur le sujet de la souveraineté. Ou de connaissances. Vous avez les réponses à l'issue, donc je vais voir où ça en est de l'avancement. Je vois les gens connectés. Normalement, les réponses, vous les avez après, même si elles vous sont données. Je vois qu'il y a une dizaine de personnes connectées sur le quiz. Je regarde où vous en êtes. A priori, j'ai encore une ou deux personnes qui sont connectées qui n'ont pas répondu. Je laisse encore une minute et après, je vais laisser la main à nos experts du jour. Ah, Aurore est bloquée à la deuxième question. Je vous propose d'avancer. De toute façon, vous pouvez quand même répondre au quiz après, comme ça vous aurez les bons résultats. Et je vous propose d'avancer. Et je vais laisser la main à Michael et Pierre qui vont vous partager leur présentation. Et je ne sais pas si c'est Michael ou Pierre qui prennent la main. Ouais, c'est bon. En principe, vous devez voir mon écran, il me semble. Ouais. Et mon curseur, là. C'est bon. ça Ouais. Ouais, super. Merci à tous. Alors, un grand merci déjà encore une fois à SI Public de nous inviter pour ces rencontres dont on espère aussi beaucoup de succès à l'avenir. Nous, on est enchantés avec Pierre donc, de pouvoir vous présenter ce webinaire sur cette thématique de la souveraineté numérique. Donc, juste repréciser en préambule,
pour ceux qui sont arrivés après, hein, nous sommes, Pierre et moi-même, partie prenante de la société Inspire. Inspire est éditeur d'une solution de protection des sauvegardes de données qui a pour particularité notamment d'inscrire pleinement les questions de souveraineté dans sa proposition de valeur. Donc, en cela même, évidemment, on s'est documenté un petit peu sur ce sujet et ça va être l'objet justement de cette première partie de présentation que l'on va vous faire pour vraiment contextualiser un peu le sujet, que vous ayez un niveau d'information qui, je l'espère, sera pertinent par rapport à là où vous vous situez aujourd'hui. Et puis, on vous présentera ensuite derrière comment nous, au travers de notre solution, la solution développée par Inspire, justement, eh bien, on répond à cette problématique. Voilà. N'hésitez pas à poser les questions dans le fil, au fur et à mesure. On verra à la fin. Merci, merci Voilà. Frédéric. Alors, un premier élément, peut-être que j'aime à repréciser à chaque fois. Alors, c'est une donnée qui nous vient de Freedom House, qui surveille depuis 2010 à peu près le niveau de liberté que l'on peut avoir dans le monde sur Internet. Donc, parce que au-delà de l'idée communément admise, hein, en fait, où Internet peut être le Far West, hein, où on peut faire un petit peu tout ce que l'on veut et dire tout ce que l'on veut. Ce qui peut être le cas pour la plupart d'entre nous en termes de perception en France, eh bien, ce n'est pas une vérité qui est partout identique. En effet, selon toujours Freedom House, 79% de la population mondiale, des utilisateurs d'Internet, en fait, vivent dans des pays où des arrestations ont lieu pour des publications politiques, sociales ou religieuses. Donc ceci, ça veut dire aussi, hein, le corollaire de cela, c'est que, eh bien, c'est surveillé. C'est-à-dire que toutes ces données, tout ce que l'on publie sur Internet de façon générale, a fait l'objet de surveillance. Alors on le sait aussi, il y a quelques années, on a découvert au travers de Snowden notamment, eh bien, qu'il y avait bon nombre d'acteurs, et en particulier américains, qui surveillaient tout cela de façon massive et étaient capables, en effet, de remonter quantité d'informations exploitables au besoin, si c'était le cas. Donc voilà ce premier chiffre, hein, déjà pour simplement inscrire dans sa globalité, Internet n'est pas un domaine qui n'est pas sans surveillance. On est véritablement, pour une grande majorité, extrêmement contraint, surveillé et contraint dans nos libertés. Enfin, un autre chiffre, et qui répond à une des questions qui était posée tout à l'heure dans le quiz, il faut savoir que selon l'European Parliamentary Research Service, au travers d'un document qu'ils ont publié, je crois, en 2020, eh bien, 92% des données occidentales, on estime, hein, c'est une estimation, seraient hébergées dans des data centers américains. Donc là, ça souligne aussi un autre aspect, c'est que s'il y a une surveillance, eh bien, cette surveillance, on voit qu'elle peut être particulièrement efficace, au moins pour un des pays de ce monde, à savoir les Américains. Et cela se comprend facilement, hein, puisque depuis maintenant une quinzaine d'années, on a un recours au cloud assez massif qui nous amène à utiliser des solutions de type Azure, AWS, etc., et j'en passe, qui sont évidemment gérés par des entreprises américaines et donc sous le droit américain. Et c'est là que ça va nous intéresser, cette notion de droit, puisqu'en fait, ce qui s'applique derrière ces questions de droit sur la donnée, eh bien, c'est des lois le plus communément, enfin en tous les cas en ce qui nous concerne, nous Européens, c'est des lois qui sont dites extraterritoriales. C'est-à-dire qu'elles vont s'appliquer au-delà des propres frontières du pays qui émet ces lois. C'est valable pour nous aussi Européens, parce que nous-mêmes, le RGPD est une loi extraterritoriale, qui s'applique au-delà
de la frontière, des frontières de l'Europe et qui donc s'applique aussi pour toute donnée personnelle, notamment sur tous les pays du monde, tant qu'elles concernent des données personnelles de citoyens européens. Et là, on touche un premier point important pour le coup, Michael, puisque sur le marché, parfois, il y a un petit amalgame aussi sur l'endroit où sont stockées, situées les données. Donc là, on précise bien effectivement que c'est la nationalité et non pas l'endroit. Enfin, je Ouais, te laisse ouais, c'est très préciser la juste. chose. Ouais, merci Pierre, tu répéterais justement, en effet, c'est bien ce qui est à prendre en compte, ce n'est pas tant l'endroit physique, géographique où sont stockées vos données, mais c'est bien de quelle juridiction dépend l'opérateur qui gère ces données à cet endroit-là. Quand bien même le data center est en Europe ou est en France, s'il est opéré par une entreprise américaine, cette entreprise américaine relève du droit américain, et donc, les données qui y sont hébergées relèvent elles aussi du droit américain. Et c'est ce que veut Et dire extraterritorial pour le coup. exactement. Et donc, en cela, on a deux lois qui vont s'opposer et qui vont être et qui sont toutes les deux extraterritoriales. Donc, c'est ça qui est un inconvénient, ça veut dire qu'elles se marchent l'une sur l'autre d'une certaine façon. C'est le Cloud Act d'une part et le RGPD de notre côté européen. Qu'est-ce qui fondamentalement différencie ces deux lois? Eh bien déjà, c'est une approche culturelle qui est différente d'une part et d'autre de l'Atlantique. D'un côté, côté américain, eh bien, les données sont la propriété de celui qui les collecte. Donc ça, c'est tout ce qui sous-tend en effet le Cloud Act tel qu'il a été inscrit dans la loi. Et puis côté européen, les données personnelles sont la propriété de celui qui les émet. Donc là, on est vraiment évidemment beaucoup plus axé sur la personne. Et d'autre part, les données personnelles, elles relèvent du droit des affaires, de l'autre côté de l'Atlantique, alors que ici en Europe, elles relèvent du droit des personnes. Donc, ce qui fait que ces deux lois extraterritoriales, donc complètement incompatibles, hein, elles ne peuvent pas trouver de moyens, hein, si vous voulez, de s'entendre d'une certaine façon, eh bien, sont en confrontation directe. Et évidemment, tout cela n'a pas échappé à la Commission européenne et aux États-Unis d'Amérique, qui ont remarqué ce sujet et donc ont choisi eh bien, de créer un cadre d'exception. Oui, parce Et qu'en donc, fait, excuse-moi, je te coupe, mais au final, c'est vrai qu'il y avait une problématique. On pouvait être en France, prendre une solution américaine, et en fait, on ne savait pas forcément de quelle loi on pouvait être régi au final, puisque on est une personne qui émet des données, mais en même temps, on est dans un endroit qui est protégé par sa propre loi pour collecter les données et avoir une accessibilité dessus. Donc, c'est vrai qu'il y avait un flou juridique, on peut dire. et le flou, Enfin, il y a un flou juridique. oui, oui, non, mais tu as raison. Et le flou, il perdure toujours. Puisqu'aujourd'hui, alors, quand bien même on a créé un cadre, alors, pour revenir un petit peu sur l'histoire, le premier, il date de 98, hein, c'est pas d'hier. C'était le Safe Harbor. Et donc, ce Safe Harbor, eh bien, en fait, disait, bon, ben voilà, en Europe ou aux États-Unis, nous avons sensiblement les mêmes valeurs. Et bien que nos lois soient un petit peu différentes et appréhendent la chose de la donnée personnelle de façon différente, eh bien, nous allons nous entendre pour qu'il puisse y avoir un transfert des données d'un côté et vers l'autre, de façon à ce que ça ne pose pas de problème juridique particulier. Donc ça, c'est ce qui avait été inscrit dans le Safe Harbor, sauf que un activiste autrichien, en la personne de Max Schrems, hein, que certains d'entre vous connaissent peut-être, et a amené ça devant la Cour de justice de l'Union européenne et a obtenu en 2015 l'arrêt justement de ce Safe Harbor, ce qui a donné lieu à l'arrêt dit Schrems 1 et qui a fait que on est retombé finalement dans un flou juridique. C'est-à-dire que là, c'était particulièrement problématique parce qu'en 2015, évidemment, on avait beaucoup de données qui étaient hébergées dans des data centers américains.
Et on sait aussi qu'en 2015, c'est l'apparition de nouveaux enjeux aussi sur le secteur des données professionnelles. Enfin, on les verra tout à l'heure, mais voilà, les débuts des cyberattaques, des réglementations et autres. Ensuite, alors, face à ce problème, la Commission européenne a très rapidement, en 2016, permis, en collaboration évidemment avec les États-Unis, un nouveau cadre spécifique. Alors, on lui donne un nouveau nom. Donc là, ça a été le Privacy Shield. Donc, on est vraiment dans de l'habillage marketing intéressant. On remarque au passage que là, l'Europe a su aller très vite. Entre l'arrêt du Safe Harbor en 2015 et le Privacy Shield en 2016, on a su être extrêmement réactif et mettre ça en place de façon très rapide, très efficace. Sauf que le problème, c'est que cet activiste, Max Schrems, a remis ça devant la Cour de justice de l'Union européenne. Et en 2020, patatras, évidemment, tout cela est retombé. Et donc, ce qui a valu l'arrêt Schrems 2. Et Alors, persévérant. voilà. Depuis, il s'en est suivi une période un petit peu plus longue où il a fallu finalement que l'Europe ait à un moment donné besoin de gaz américain, notamment après 2022, et pour être un petit peu contraint avec les Américains de renégocier un nouveau cadre, donc qui s'appelle le Data Privacy Framework, qui est toujours actif aujourd'hui, c'est-à-dire c'est toujours celui-ci qui sous-tend un petit peu ce transfert des données entre les deux côtés de l'Atlantique. Sauf qu'on imagine bien que les mêmes causes produisent souvent les mêmes effets, et on s'attend donc évidemment à un nouvel arrêté Schrems 3 cette fois, dont on ne sait pas trop dire aujourd'hui quand est-ce qu'il aura lieu, même si on sait que l'activiste en question, Max Schrems, avec son association NIOB, a reparti dans cet engagement. Par ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir, depuis un an à peu près, eh bien que la donne a aussi un petit peu changé en termes de perception sur ces questions justement de souveraineté. Et l'élection de Trump, notamment, permet un petit peu de mettre sous un nouveau jour, en tous les cas, de façon plus prégnante dans l'opinion publique, ces questions de souveraineté numérique. Donc, ce qui peut-être, possiblement, je ne sais pas, pourrait accélérer en fait ce principe de remise en question du Data Privacy Framework. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Dans l'actualité récente, et là on parle vraiment de quelque chose qui est très récent, puisque ça date du mois d'octobre 2025, eh bien l'Union européenne a choisi de créer et de mettre à disposition de tout le monde un référentiel de la souveraineté numérique auquel peuvent se référer donc tous les acteurs, alors qu'ils soient publics comme vous ou les éditeurs, que ce soit nous en tant qu'entreprise, pour qualifier nos solutions et pour que vous-même, vous puissiez qualifier aussi une solution américaine et savoir dire quel est son niveau de souveraineté ou pas, si je puis dire. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail de ce référentiel pour voir un petit peu comment il fonctionne. Et on va voir qu'il y a 8 grandes questions qui ont été baptisées les SOV, les SOV, c'est pour objectifs de souveraineté, en fait, et qui vont vérifier chacun des points extrêmement précis, à savoir le SOV 1, est-ce que ce sont bien des Européens qui décident? C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise qui gère les données, c'est bien une entreprise européenne? Le SOV 2, est-ce que ce sont des lois, nos lois européennes qui s'appliquent au cas particulier? Le SOV 3, les données sont-elles bien protégées? Je les passe rapidement. Le SOV 4, est-ce qu'on peut réparer et utiliser le service en autonomie? Le SOV 5, est-ce qu'on sait d'où viennent les technologies qui sont employées, tant sur l'aspect logiciel que sur l'aspect matériel? Le SOV 6, est-ce qu'on comprend et contrôle cette technologie? Est-ce qu'il y a de la transparence? Est-ce qu'on est sur de la techno open source? Est-ce qu'on s'appuie sur des choses réputées, etc.? Est-ce que le code est ouvert, même s'il n'est pas libre? Est-ce qu'il est ouvert en tous les cas à ceux qui l'utilisent? Enfin, est-ce que la sécurité est bien faite en Europe?
Est-ce qu'elle est bien mise en œuvre au niveau européen par des personnes qui sont physiquement en Europe? Et le dernier point, le SOV 8, le dernier objectif, est-ce que ça respecte la planète? Donc là, on est vraiment sur une logique plutôt d'éco-responsabilité qui va bien au-delà de la simple question de la souveraineté. Mm. Tout cela a été évalué par ce que l'on appelle des SEAL. Alors le SEAL, en fait, c'est pour Sovereignty, Effectiveness, Assurance Level. Pardonnez mon très mauvais accent anglais. Mais ça veut dire, en fait, c'est un niveau d'assurance d'efficacité de la souveraineté. On peut l'interpréter comme ça. Et qui va être évalué de 0 à 4 en fonction de chacun de ces sommes. Donc ça devient une unité de Tous, mesure, une métrique, quoi. voilà, l'idée, c'est de vraiment pouvoir noter une solution. Tout cela va être pondéré par un pourcentage. Il y a certaines données qui vont prendre plus d'importance que d'autres. Et le tout va être passé à la moulinette d'une formule pour pouvoir donner, in fine, un score de souveraineté. Alors, nous, on s'est un petit peu prêté au jeu, hein, dans le cas d'Inspire, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu concrètement comment on peut interpréter la chose. Et donc, on va prendre le premier exemple, le SOV 1. Nous, c'est assez facile ici. Nous sommes une structure européenne. Alors, mieux qu'européenne, nous sommes français, qui plus est, néo-aquitains. Ouais. Donc, très, très, très souverain pour le coup. Pas de capitaux extérieurs. Donc là, évidemment, on a la note maximum de 4 sur cet item. Le SOV 2, de la même façon, c'est directement lié en fait. On est directement, enfin les lois qui s'appliquent on est soumis au droit français et donc par là même au droit européen. Donc là aussi, on est sur le maximum en termes de notes, avec la note de 4. Les données, nous, alors on y reviendra un petit peu, je vous détaillerai comment la solution fonctionne, mais elles sont stockées en Europe avec un contrôle complet par le client lui-même. Et ça, c'est extrêmement important. Donc là aussi, on a une note maximum de 4. Le SOV 4, le déploiement, le support et la maintenance sont assurés en autonomie depuis l'Europe. Voilà, on n'a pas besoin d'acteurs d'un autre pays pour pouvoir mettre en œuvre la solution. Là aussi, on a la note maximum. Enfin, le SOV 5, les composants matériels sont partiellement hors de l'Union européenne, mais non critiques. Donc là, évidemment, puisque nous, on fournit un serveur, ce serveur, tout ce qui est composants électroniques, on le sait depuis bien longtemps, ils ne sont plus fabriqués en Europe, alors ni même aux USA, hein, pour la grande majorité d'entre eux, ils sont fabriqués en Asie. Et donc là, on ne peut pas avoir la note maximum, et donc d'où le 3 que nous allouons à ce score. Le SOV 6, on s'appuie sur des standards ouverts, il y a une auditabilité totale du code et il n'y a pas de dépendance propriétaire à un tierce opérateur, un tierce éditeur. Donc ça aussi, c'est particulièrement important, et donc on s'attribue la note de 4. Et enfin, la conformité avec le SOV 7, elle est forte dans le sens du RGPD de Nice 2. Néanmoins, nous n'avons pas de certification. Aussi, sur cet item, on ne peut pas se donner la note maximale. Et donc, nous avons 3,5 sur 4. Le dernier point, le SOV 8, dans le cas particulier d'Inspire, eh bien, nous avons une ACV, une analyse de cycle de vie qui prouve le niveau d'éco-responsabilité effectif et bénéfique de la solution par rapport à des solutions standards du marché. Donc là aussi, on s'est attribué la note de 4. Alors, on reviendra au cas par cas sur tous ces points, mais maintenant, on va prendre l'exemple d'une autre solution outre-Atlantique pour avoir un petit point de comparaison et on va Ouais. pouvoir aussi repérer quelques limites, Michael. Oui, alors juste avant cela, préciser qu'on passe tout ce petit résultat à la moulinette. Ça nous donne un résultat de 98,75% de conformité. C'est un petit peu le score qu'on obtient par rapport à ce référentiel en prenant
acte de la pondération, plus cette fameuse formule Sovereignty Score qui vient justement donner un score précis. Et pour aller plus loin, on a voulu en effet voir si la pertinence, vérifier la pertinence de ce référentiel, voir un petit peu comment ça se passait pour un autre opérateur américain, celui-ci. Et donc, on a pris l'exemple les plus connus d'AWS ou d'Azure, où on a voulu, en fait, Par prendre le exemple. meilleur des deux. Voilà. On a été sport, on a voulu prendre le meilleur des deux pour voir quel était le score que l'on pouvait obtenir. Donc, évidemment, sur le SOV 1, il y a des filiales européennes, mais dans les deux cas, c'est des capitaux qui sont 100% US. Donc là, on ne peut pas avoir la note maximum, hein, évidemment. L'exposition, elle est directe au Cloud Act et à d'autres lois extraterritoriales, évidemment. Enfin, Azure propose un contrôle partiel sur les clés. AWS reste un peu plus opaque, mais on va prendre la note du meilleur. Donc, on va prendre la note d'Azure dans ce cas. Le support technique est toujours partiellement globalisé sur des équipes basées aux US. Le matériel, firmware, supply chain sont très centralisés hors Union européenne, dans les deux cas, hein, évidemment. Et enfin, sur le SOV 6, on a AWS qui est légèrement plus agnostique via ses API, alors qu'Azure va être très concentré sur les technos tels que Windows, .NET, .NET, etc. Enfin, il y a des certifications ISO et NISA, mais qui sont dépendantes de patchs venant des US. Et il y a bien une ACV côté AWS qui a été faite, donc c'est une démarche, on va dire, proactive de démontrer où on en était. Alors pourquoi Donc, si je... Excuse-moi, Michael, mais petit point de précision, par exemple, pour cette ACV, vu qu'il y a une ACV des deux côtés, pourquoi nous, on a le score maximal et pas eux? Alors, parce qu'ici, en l'occurrence, Par on rapport va aux noter résultats obtenus uniquement sur cette AWS. ACV. Ouais. Comment? C'est par rapport aux résultats obtenus de cette ACV. Exactement. Voilà, nous, il se trouve on mesure, notre ACV nous mesure par rapport justement à l'usage de ce type de fonctionnement tel que l'ont AWS et Azure, et donc on est plus efficient d'un point de vue environnemental, on va y revenir. On passe tout ça à la moulinette de la formule, et on obtient, badaboum, une note de 50,63%. Et donc, Alors, c'est là la limite que l'on peut voir, outre le fait que, évidemment, c'est un système relatif, hein, évidemment. Mais là, on voit que AWS et Azure est à moitié souverain. On pourrait littéralement le définir comme cela, mais ce qui n'a pas vraiment de sens au final. Et là, j'aime bien prendre cette métaphore du sport et du hors-jeu. On a beau être hors-jeu de 5 cm, de 1 mm, peu importe en fait, c'est pas grave, on est hors-jeu en fait. Et donc l'arbitre va siffler et du coup il y aura un départ arrêté du ballon. Bon voilà, c'est un petit peu la même chose. Malgré le Privacy Framework qui essaye de corréler, si je puis dire, les deux lois ensemble, eh bien, la décision finale reviendra à l'État américain, enfin, du moins, la demande reviendra à l'État américain qui aura toute autorité à aller ouais. regarder les données qui se trouvent à l'intérieur des opérateurs américains, même si il y a le Data Privacy Framework. Ouais, exactement. Donc, alors après, bah voilà, chacun, on vous laisse libre hein, d'interpréter en effet ce score. Est-ce qu'il est positif? Nous, on trouve ça un peu curieux, étonnant, bizarre, en tous les cas, que l'on puisse être à moitié souverain et voire même dépasser un petit peu la moyenne si on prenait le meilleur des deux cas, en l'occurrence. En effet, de notre point de vue, il y a les deux objectifs de souveraineté, le premier et le deuxième, qui déjà devraient être comment dire, euh, pas indépassable. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la note maximale ici, bah, vous ne pouvez pas être souverain de toute façon. Combien même tout le reste est panaché de façon comme on le veut. Si vous n'êtes pas dépendant complètement de lois européennes, bah, vous ne pouvez pas être souverain. Voilà. Donc voilà un petit peu notre vision sur la chose.
ce référentiel tout récent qui vient de sortir et qui donnera lieu, je ne sais pas, c'est difficile à dire pour l'instant, mais peut-être à des exigences dans le cadre d'appels d'offres publics de, voilà, il faut au moins qu'on soit à une souveraineté équivalent à tel niveau pour que l'offre soit acceptable. On ne sait pas, enfin là, ce sera à l'appréciation, j'imagine, de chaque donneur d'ordre public de lui-même placer le curseur où il le souhaite sur cet aspect-là. Ça fera. Oui, pardon, excuse-moi. Avec la volonté que ce soit éliminatoire ou pas, on verra, mais en tous les cas, c'est une question. Mais ça fera Juste certainement. un point de précision sur le timing, il est 12h10, Oui. il nous reste une vingtaine de minutes. Ouais. Peut-être laisser un petit peu de temps pour la discussion tout à l'heure. Ça marche. Mais les supports. Pour conclure, effectivement, ça fera certainement partie des critères de pondération dans les appels d'offres, maintenant, aux côtés du prix et de la technique, certainement, et même de l'écologie. Mais en conclusion, on pourrait avoir un premier avis qui pourrait dire que ce référentiel est bien efficace et utile pour les solutions européennes, si je puis dire. Disons qu'on est capable d'évaluer avec efficacité sur des solutions européennes, je pense. Ouais. Donc, ce préambule, cette première partie du webinaire étant faite, on va un petit peu maintenant se concentrer sur comment nous, au travers d'une solution de protection des sauvegardes de données, on va justement prendre possession pleinement de cette problématique de la souveraineté numérique. On va très rapidement rappeler les enjeux de la protection de données, qui sont historiquement se prémunir des pannes, de tout ce qui est sinistre, incendie, vandalisme, dégâts des eaux, etc. Et évidemment, les erreurs humaines. Mais aussi, on doit intégrer désormais, depuis la moitié des années 2010 à peu près, un nouveau phénomène au travers des cyberattaques qui se sont très fortement développées et au travers des rançongiciels en particulier. Toutes ces notions de confidentialité, de souveraineté qu'on a abordées à l'instant, et puis ce cadre réglementaire qui lui aussi induit par justement ces notions de souveraineté. On pense ici évidemment au RGPD, à NIS 2 qui va rentrer en vigueur. Alors on l'imagine maintenant en 2026, cela a pris beaucoup de retard pour les raisons que l'on sait au niveau français quant à la transposition de cette directive européenne dans le droit français, mais de toute façon, ça sera fait et ça le sera très probablement maintenant dans le courant de l'année 2026. Alors pour aller plus vite, notre règle de base dans notre industrie... Oui, je te laisse finir, Michael, vas-y. Voilà, non mais peut-être c'était ça dont tu voulais parler. Voilà, exactement. C'est la règle du 3-2-1, donc 3 copies de ces fichiers sur 2 supports différents, dont un externalisé, hors réseau. Et c'est une règle préconisée par l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité et des systèmes d'information. Le problème, c'est que ça centralise, cette externalisation hors réseau centralise dans un seul endroit, qui rend cet endroit vulnérable, puisqu'il est évidemment un endroit qui attire les cyberattaquants. Et malheureusement, vous pouvez devenir une victime collatérale dans ce genre d'endroit sans être la cible initiale. Ouais, parce que ce genre d'endroit, évidemment, ce que tout le monde fait communément pour externaliser ces données, c'est de les envoyer dans le cloud et donc dans un data center. Et donc ces data centers sont aujourd'hui devenus la cible privilégiée des cybercriminels. Ce qui fait que, comme tu le disais très justement, sans être une cible, vous pouvez être une victime collatérale d'une attaque, non pas de vous-même, mais du centre de données qui héberge votre sauvegarde. Alors, comment justement pallier un petit peu à ce problème et comment nous, on répond à cette logique-là, à la fois de répondre à la logique de l'ANSSI dite 3-2-1, mais aussi de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier au travers d'une externalisation dans un data center et qui en plus peut être géré par un État qui n'est pas le nôtre. Eh bien, on va partir de l'exemple de votre organisation, donc qui peut être une collectivité, un établissement public de santé, peu importe.
Le plus souvent, on va retrouver au sein de cet établissement, eh bien, votre système d'information composé de serveurs, de VM, de postes de travail, de bases de données, voire d'usage de solutions cloud telles que Office 365. Et on va avoir ce qu'on appelle communément un gestionnaire de sauvegarde qui va gérer tout ça pour le plan, la politique de rétention, gérer les restaurations, etc. Ça va être des solutions telles que Veritas Net Backup, Commvault, ou le plus communément, c'est celle qu'on va retrouver dans 8 cas sur 10, hein, très souvent, la solution Vim. On va être pris par le temps, Michael, il faut aller un petit peu plus vite. Voilà, j'y vais. Et donc, nous, comment on va se placer? En fait, on va avoir une solution qui va se placer en regard de ce gestionnaire de sauvegarde et on va placer une appliance. Donc, on parle bien d'un équipement serveur qui va être la destination, en fait, des sauvegardes, le repository choisi par une solution comme Vim ou celle que j'ai citée précédemment. Donc là, de telle sorte que vous ayez finalement votre deuxième copie, le fameux 2 du 3-2-1, sur votre réseau en local pour pouvoir parer au plus urgent quand vous avez besoin de restaurer vos données. Au passage, on pourra exposer de l'IS3, de l'ISCSI, du Samba, mais ça c'est un autre sujet. Ce qui va être intéressant de voir, c'est ce qui se passe pour toutes les données qui vont être inscrites sur cet équipement, quelle qu'en soit la nature. Elles vont toutes suivre le même process, qui est le suivant, à savoir qu'elles vont d'abord être compressées, évidemment pour prendre moins de place, puis être chiffrées. Et enfin, une fois chiffrées, elles vont être découpées en petits morceaux. Et ces morceaux, nous allons ensuite les répartir de façon pilotée et contrôlée par une blockchain interne, avec une part de redondance, sur d'autres équipements, d'autres clients, d'autres utilisateurs de la solution que nous avons baptisée Datis, je ne sais pas si je l'ai dit, de la solution Inspire. Ainsi, les données, dès qu'elles sortent de chez vous en tant que bénéficiaires de la solution, eh bien, elles sont complètement inexploitables puisque préalablement, je le rappelle, compressées, chiffrées et morcelées. Donc on a vraiment, c'est de la bouillie numérique qui va finalement se transiter et être stocké, sauvegardé, en tous les cas, pour pouvoir être reconstitué le cas échéant, quand on en a besoin, quand, par exemple, cette machine, cet équipement a disparu suite à un incendie, à un acte de vandalisme, un dégât des eaux, par exemple, ou une cyberattaque qui viendrait à tout compromettre, puisqu'on le sait, maintenant, les cybercriminels visent d'abord la sauvegarde pour justement avoir un rapport de force qui soit le plus à leur avantage possible. Donc voilà un petit peu le principe qui sous-tend la solution Inspire, qui est résumé ici au travers d'un schéma qui réexplique un petit peu l'animation précédente et qui permet de bien comprendre que chaque bénéficiaire de la solution est aussi une ressource potentielle pour les autres, puisque vous allez vous-même protéger vos données chez d'autres utilisateurs, et donc ça veut dire que vous allez accueillir aussi potentiellement vous-même aussi des petits morceaux de données inertes, comme je les décrivais tout à l'heure, qui ont été chiffrés puis morcelés. Donc ça amène un très haut niveau de résilience à ce système. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, que vous ayez un souci à ce niveau-là, au niveau de l'équipement Datis, au niveau de Vim, à ce niveau-là, eh bien peu importe, on saura toujours restaurer vos données, même s'il y a des soucis ici sur d'autres équipements extérieurs, puisqu'il y a une part de redondance de l'ordre de 30% à peu près. Et donc, avant que vos données soient complètement perdues, eh bien, il faudrait vraiment qu'il y ait un cataclysme de niveau météorique mondial, si je puis dire, pour que on ait vraiment une problématique. Et auquel cas, vous conviendrez, on aura peut-être d'autres soucis que de récupérer nos données. Voilà, alors très rapidement, je passe sur cette slide, ça se découpe suivant des petits besoins, des moyens besoins, des gros besoins, en différentes typologies d'appliance. Ça nous permet bien de conforter l'idée que tout cela a une dimension souveraine
intrinsèque au procédé, hein, en fait. C'est une souveraineté qui, là, va au-delà même de l'État, en fait. C'est vous-même, en tant que client, qui avez autorité sur vos propres données. Puisque Voilà, on dès parle. qu'elles sortent de chez vous, elles sont complètement inexploitables. Voilà, et c'est là qu'on parle plutôt d'indépendance stratégique souveraine, carrément, qui cerne mieux la gouvernance, mais aussi la provenance, enfin l'accessibilité, pardon. Ouais. Bénéfice collatéral de ce procédé, de cette façon de faire, on en a parlé tout à l'heure du fait que nous avons commandité une ACV, hein, une analyse de cycle de vie de notre système, parce qu'on avait l'intuition qu'en se dispensant du recours au data center, on allait être plus efficient d'un point de vue environnemental. Et donc, c'est ce qu'on a fait au travers de cette ACV pour comparer la solution avec des solutions standards du marché, toujours des solutions 3-2-1, mais qui externalisent vers un data center. Et donc, on le voit, hein, ça nous a permis d'établir, tant sur la partie rejet CO2, consommation d'énergie primaire, mais aussi épuisement des ressources naturelles et abiotiques, eh bien que la solution était éminemment plus efficiente sur ces aspects-là. Donc, en synthèse, on amène la résilience à un niveau inédit, hein, qui nous vaut d'ailleurs d'avoir été labellisé par le Haut Commissariat français pour la résilience nationale par le label Résimark, hein, comme une solution de premier plan qui contribue à la résilience nationale. C'est souverain by design, hein, c'est issu de la recherche publique et du CNRS et porté par une entreprise française, mais en plus, la solution vous amène à une souveraineté non pas au niveau étatique, mais au niveau carrément de votre structure même. Et là Ça aussi, respecte c'est labellisé, excuse-moi, par Upcom. par Ubecom, ouais, en effet, qui est une entreprise suisse qui a labellisé la solution de ce point de vue-là. Ça respecte le cadre réglementaire actuel et à venir, et le tout de façon éco-responsable, ce qui ne mange pas de pain et ce qui est un petit bénéfice supplémentaire. Voilà, alors on a aujourd'hui 150 organisations qui nous font confiance, beaucoup de collectivités publiques et territoriales. Je peux citer ici la mairie de Tarbes ou la mairie de Vanves, mais il y en a d'autres, hein, comme la mairie de Chênay-Rocancourt, Longjumeau, enfin je vais forcément en oublier. Euh, il faut savoir que nous sommes labellisés, enfin nous sommes pas labellisés, pardon, nous faisons partie Référencé. du catalogue de la Canut, Mm. qui est là aussi une possibilité pour les acheteurs publics un vecteur d'achat qui peut être facilitant. Nous faisons partie de l'association Exatrust, qui regroupe toutes les éditeurs du monde de la cybersécurité de confiance. Nous sommes soutenus par la région Nouvelle-Aquitaine et nous faisons partie de la French Tech Atlantic Valley, puisque nous sommes basés, je ne l'ai pas dit, mais à Poitiers. Donc pour insister sur cette dimension hautement souveraine de cet ancrage territorial très précis. Vous pouvez constater ici quelques témoignages clients que je vous laisse découvrir. Alors, vous pouvez revenir vers nous si vous voulez en avoir plus. Ce sera avec plaisir qu'on vous les communiquera. Mais je pense que c'est bien de laisser un petit peu de temps et puis d'arriver à cette phase peut-être de questions-réponses si toutefois il y en avait, auxquelles on se fera un plaisir de répondre. Que ce soit sur la première partie, hein, sur ces questions de souveraineté générale, etc., qu'on a vues et sur lesquelles on a été assez vite, mais sur lesquelles on peut revenir et s'attarder maintenant pour ceux qui le souhaitent. Voilà. Merci en tous les cas pour votre écoute, que j'espère active maintenant. Merci Michael, merci Pierre et Frédéric pour cette passionnante présentation. Donc, j'espère que ça vous a apporté des informations nouvelles. Donc, j'ai appris des choses, hein. J'ai participé à la préparation, mais j'ai appris également en cours de route. J'espère que c'est le cas pour vous. Je suis conscient qu'on est entre vous et votre déjeuner. Donc, c'est vraiment, vous êtes courageux de rester avec nous. N'hésitez pas si vous avez des questions. L'idée, c'est que cette dernière partie, il nous reste 6 minutes à peu près, soit interactive et un échange ouvert. Vous pouvez ouvrir vos microphones et vous pouvez mettre les caméras si vous le souhaitez. Sachez toutefois que l'événement sera rediffusé. Donc, voilà, vous êtes informés. Si vous ne voulez pas vous montrer votre tête.
Il y a beaucoup de remerciements quand même dans le chat, donc ça a trouvé son audience tout de même, donc c'est une bonne chose. Oui, alors s'il n'y a pas de questions, c'est peut-être qu'on a été excessivement clair. Et voilà, et Non, mais c'est peut-être, voilà. intéressant. Il y a vraiment des choses, vous avez fait une belle offre, et des choses innovantes, enfin intéressantes, hein, vraiment. Et comme je Il disais, y a, oui. il y a- il y a- il y a Benjamin Mathieu, qui est un directeur du DSI du numérique des Alpes-Maritimes, que j'ai fait venir, qui était là et qui vous a dit qu'il était intéressé par une prestation pour en discuter. Donc, et je sais qu'ils sont pas mal sur des sujets innovants, et donc je pense que les sujets peuvent les intéresser. On le Le voit, hein, sujet peut l'intéresser. on le voit, hein, alors ce qui a fait grand bruit aujourd'hui, c'est la mairie de Lyon, hein, par exemple, hein, qui est revenue à des solutions souveraines, hein, je dirais, hein, mais indépendantes. Et ça, c'est pour une mairie de cette taille-là, hein, c'est pas un petit projet. Hein, on s'imagine pas toutes les problématiques et les enjeux qu'il y a, mais voilà, si on le veut, on peut. C'est surtout une question de volonté, je pense. Ouais, Vos ouais, clients sont venus à répondre à quelle problématique, si on cite quelques clients, alors c'est peut-être confidentiel, mais sans citer le nom du client. Ah, puis il y a une question. Une question de Marc. Quel risque reste-t-il à votre solution? Très, très belle question, très bonne question. alors, bonne Michael et question. Pierre. Ouais, bonne Aucune. question. Alors, Non, on peut être un petit peu non. gêné pour répondre. On n'est forcément pas très Oui. objectif parce que, évidemment, on propose cette solution nous-mêmes sur le marché. Mais ce qu'il faut savoir, c'est la façon dont on l'a appréhendée, dans la façon dont on l'a construite. Nous, notre démarche, ça a été de dire, finalement, le risque, justement, il est pas quelque chose qu'on va chercher à éviter. En fait, le risque, on l'a intégré comme quelque chose qui allait de fait arriver. Parce qu'aujourd'hui, il y a une telle multiplicité de nature de risques, hein. On parle de cyberattaques, on parle de panne matérielle, on parle de sinistres, de dégâts des eaux, on peut parler d'actes de vandalisme, de malveillance. De Ça peut vol. être un salarié mécontent parce qu'il a été éconduit, etc. Enfin, il y a quantité de choses qui peuvent arriver et qui peuvent faire que finalement vos données sont mises en insécurité, que ça a été notre cheval de bataille, c'est de dire, eh bien, le problème arrivera de toute façon, et ce qui compte, ce n'est pas de l'éviter, c'est de pouvoir retomber sur ses pattes, quand bien même il arrive, et quel que soit l'endroit où il arrive. Voilà. Donc c'est un petit peu ça. Je ne sais pas si ça répond bien à la question de Marc, parce que il comprendra, Marc, on n'est pas très objectif, mais en tous les cas, c'est pour comprendre comment nous, on a voulu développer cette solution. C'est partir du principe que les risques, on ne pouvait pas lutter contre, et que ce qu'il fallait, c'était surtout de pouvoir toujours rebondir, quelle que soit la situation à laquelle on fait face. Ouais, et pour compléter un petit peu ton propos, évidemment, il faut rester toujours humble dans la sécurité informatique. Voilà, les attaquants, les malveillants, je vais les définir comme ça, ont des longueurs d'avance, ont des moyens vraiment assez significatifs, hein, avec parfois même des États derrière eux. Donc il y a quand même des risques, c'est sûr. Mais en revanche, on a essayé de mettre ce niveau le plus haut possible, et c'est là qu'on fait toute la différence entre sécurité et résilience. Évidemment, on a des techniques de sécurité dans notre solution, mais la résilience, c'est encaisser le problème et avoir une solution assimilée derrière. Voilà, plus on va rentrer de personnes dans notre système, plus notre système va être encore de plus en plus solide. Aujourd'hui, on est moins exposé que des gros groupes comme AWS ou d'autres choses comme ça, qui subissent tout de même des cyberattaques, hein, malgré leur technique, voilà, leur technique de sécurité. Ils subissent quand même des cyberattaques, ils sont surexposés. Nous, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, mais quand on arrivera à ce niveau-là de surexposition, on aura un système décentralisé vraiment important, très très important, qui sera difficile à mettre en péril.
C'est clair. Donc voilà un petit peu tout ce qui sous-tend tout ça. Bon, Marc n'a pas répondu si la réponse lui satisfaisait. J'espère que oui. Mais voilà, en tous les cas, quelle est la philosophie, celle que l'on a au travers de cette solution qui, merci Marc avec le petit pouce levé, voilà, qui est un petit peu notre ADN, hein, si vous voulez. Nous, l'idée, c'est on se mette jamais en position d'être un entrepôt de vos données. Nous, on essaie de vous aider à gérer au mieux, finalement, votre propre sécurisation et votre propre autonomie stratégique. Donc, et nous, on va surveiller votre autonomie, finalement, plus que vos données véritablement, si je puis dire. Voilà. Ouais, comme Parfait. comme Aurore l'a fait remarquer, beaucoup trop clair en effet, je retiens indépendance stratégique souveraine ou autonomie stratégique souveraine. Je pense que c'est une bonne formule à retenir pour cette conclusion. Merci pour ce mot de Ouais, la très fin, bien. Pierre, Michael et Frédéric. Merci à vous tous et à vous toutes. Nous allons vous Et- transmettre le support pour ceux qui le souhaitent oui. plus tard. L'événement sera également rediffusé. N'hésitez pas à le diffuser autour de vous. Plus vous l'avez bien compris, plus il y a d'utilisateurs de la Datis, moi c'est le mot de la fin pour moi, plus il y a d'utilisateurs de la Datis, plus le réseau est résilient et dense, et plus ça réduit encore plus le risque. En tout cas, c'est ma compréhension. Soyez Mmh. solidaires. La prochaine rencontre, ça sera le 9 décembre, en tout cas. Voilà, pour faire du teasing. On fera du teasing sur le sujet. Parfait. Merci encore, Aziz et Merci beaucoup. Frédéric À bientôt. Merci à et tous. SI Public. Hmm. Merci beaucoup. Merci Bien. à vous, et si Bonne fin public. de Bon journée. appétit. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt.